Le 29 juin 2022, Salah Abdeslam a été condamné par la Cour d'assises spéciale de Paris pour sa participation aux attentats terroristes du 13 novembre 2015. Il n'a pas fait appel. Sa peine, la réclusion criminelle à perpétuité incompressible, est définitive. Ce podcast n'a donc pas vocation à refaire le procès. Il s'agit de le raconter avec un point de vue inédit, celui de l'avocate de Salah Abdeslam. Je me souviens, ce jour-là, c'est un mercredi. Ce 13 avril 2022, Salah Abdeslam a l'occasion de s'expliquer pour la toute dernière fois. Ça fait 8 mois que le procès des attentats du 13 novembre a commencé et les débats touchent à leur fin. La cour d'assises va maintenant se pencher sur les jours qui ont suivi les attentats. 2 semaines plus tôt, vous vous en souvenez, Salah Abdeslam a fait usage de son droit au silence. Et Olivia Ronen, son avocate, nous a expliqué qu'elle avait compris les raisons de ce mutisme. Mais ce jour-là, tout change. Je suis bouleversée. Ouais, je suis bouleversée. Alors après, je suis avocate, donc on reste, il faut rester solide. Mais je sais que quelque chose de très important est en train de se jouer. Je m'en rends compte. En fait, je prends conscience que quelque chose de très important que je n'avais pas soupçonné était en train de se jouer là. Et je sais pas exactement comment le prendre. Je m'appelle Noémie Schulz. Vous écoutez Le Terroriste, un podcast produit par Europe 1 Studio. Épisode 7, la version d'Abdeslam. Comme à chaque fois que Salah Abdeslam doit être interrogé, il y a beaucoup de journalistes. Mais je me fais la réflexion, il n'y a pas tant de parties civiles que ça. Sans doute parce qu'elles imaginent qu'il va garder le silence. Ou alors parce qu'elles n'attendent plus grand-chose de lui, en fait. Moi-même, j'ai prévenu ma rédaction, Salah Abdeslam risque de rester muet. C'est probablement ce que se dit aussi le président. Il a prévu de l'entendre en toute fin de journée. Manière de dire qu'il sait que cet interrogatoire ne durera pas. Il posera ses questions, mais n'aura pas de réponse. L'audience s'ouvre à 13h. Un premier accusé est entendu, puis un deuxième. On regarde nos montres. Il est plus de 18h quand Jean-Louis Périès, le président, se tourne vers Salah Abdeslam. L'accusé se lève. Cette fois, il veut parler. Pendant plus de 2 heures, Salah Abdeslam explique. Le 13 novembre, un autre attentat était prévu, dans le 18e arrondissement de Paris. C'était sa mission à lui, se faire sauter dans un bar. Mais ce soir-là, en entrant dans l'établissement, il voit des jeunes rire, danser. À cet instant, assure-t-il, il comprend qu'il ne va pas déclencher sa ceinture explosive. Par humanité, ajoute-t-il. Cet interrogatoire reprend le lendemain, à nouveau en fin d'après-midi. Cette fois, Salah Abdeslam fait face aux avocats généraux et aux avocats de partie civile. Pour l'accusation, si Salah Abdeslam ne s'est pas fait exploser, ce n'est pas parce qu'il a eu des états d'âme. C'est simplement parce que son gilet n'a pas fonctionné. Les expertises ont révélé qu'il était défectueux. Tout l'enjeu, c'est de savoir si Salah Abdeslam a tenté de l'activer ou pas. Et ça, aucune expertise ne peut le dire. Pour les avocats généraux, l'accusé est en train de réécrire l'histoire à son avantage. Et cette conviction, beaucoup de victimes la partagent. Mais Salah Abdeslam le répète, c'est sa vérité. Au 3e jour, c'est au tour d'Olivia Ronen d'interroger son client. C'est vrai que je prends conscience, moi, que ce sont les derniers moments où il va pouvoir s'exprimer. Je pose tout un tas de questions. Ce sont des questions qui ne sont pas forcément faciles parce qu'elles portent sur des moments charnières, des moments qui vont changer alors le cours de la vie de beaucoup de personnes, mais aussi le cours de sa vie, à lui. Et se pose la question de savoir s'il regrette. Et c'est à ce moment-là j'entends que le propos se fait plus lent, un peu très réfléchi, et en même temps empreint d'émotion. Et je vois qu'il y a quelque chose, qu'il est en train de se tramer quelque chose. Je pensais pas que ça allait donner ça, pour être très sincère. Je pensais qu'il allait pouvoir expliquer un peu certaines choses, mais je pensais pas qu'il commencerait à dire que le sort des victimes, le destin des victimes et le sien sont liés à jamais, et qu'il leur demande de bien vouloir le détester modérément. Voilà, et il leur demande pardon. Et c'est un moment qui est une très très grande force. Je vois des larmes et je vois que le souffle se fait court. Voilà. Et je m'attendais pas du tout à ça.
C'est pas du tout ce que j'essayais d'avoir. Mais je trouve ça beau. C'est simplement que je suis... le premier sentiment que j'ai, moi, c'est de l'inquiétude. Parce que, je sais pas, alors... Parce que je pense que c'est très dur comme position. Je pense que c'est une chose très difficile à faire. D'avoir le recul nécessaire pour présenter ses excuses. Quand Olivia Ronen se retourne sur les 8 mois qui viennent de s'écouler, je sens qu'elle mesure le chemin parcouru par son client. Pourquoi ces excuses étaient inespérées, même pour l'avocate? À quel point ça semblait impossible après avoir été aussi loin dans ce projet criminel? C'est quelque chose qui m'émeut encore, parce que c'était un moment de sincérité important. Et surtout, je ne m'attendais pas à ce qu'on arrive à aller aussi loin. On se dit qu'il s'est passé quelque chose d'important. Et que peut-être que ça a pu faire avancer les choses. Mais ce regard qu'Olivia Ronen porte sur les larmes de Salah Abdeslam, beaucoup de témoins de la scène ne le partagent pas. Moi-même, je ne sais pas trop quoi en penser. Oui, Salah Abdeslam a fendu l'armure, il a laissé paraître des émotions. Et oui, il l'a fait en présentant ses excuses aux victimes. Mais juste avant, il a aussi évoqué sa mère, sa famille. Alors, on est nombreux à se demander si ce n'est pas d'abord sur lui-même qu'il pleure. Et ça, Olivia Ronen a du mal à l'encaisser. Disons que je suis un peu déçue parce qu'il s'est passé quelque chose de tellement fort que j'aurais bien aimé qu'on puisse être suffisamment honnête intellectuellement pour en convenir. J'ai l'impression que se joue quelque chose d'humainement très fort et que malgré ça, on ne peut pas en convenir tous ensemble tranquillement. Je sais que de toute façon, quoi que dira Salah Abdeslam, globalement ça n'ira pas. Donc s'il dit qu'il est combattant de l'État islamique, on va crier au scandale. S'il dit qu'il s'excuse, on n'y croit pas. S'il dit qu'il n'y était pas, globalement, il n'y a pas une réponse de Salah Abdeslam qui pourra faire le job. Et si ça colle trop au dossier... il a été trop bien préparé, ça a été très travaillé, et puis ça colle pas au dossier, c'est qu'il ment. Enfin, de toute façon, ça ne va pas. Salah Abdeslam regarde son avocate, et il ajoute : si j'ai pu ne serait-ce que faire du bien à une seule des victimes, c'est déjà une victoire. C'est tout ce que j'ai à dire. Je ne veux plus m'exprimer, Olivia. C'est ainsi que se termine son dernier interrogatoire. Le printemps passe, nous sommes presque en été à nouveau. Ce procès se sera déroulé sur les 4 saisons. Au début du mois de juin, les plaidoiries des avocats de partie civile se terminent. Place maintenant à l'accusation, c'est-à-dire aux magistrats qui représentent les intérêts de la société. À l'issue d'un réquisitoire de 3 jours, les avocats généraux demandent pour Salah Abdeslam la réclusion criminelle avec perpétuité incompressible. J'en garde le souvenir de quelque chose d'extrêmement long et d'extrêmement dur. Leur raisonnement juridique est pointu, mais je vais essayer de le résumer. Les magistrats estiment que les attentats du 13 novembre forment un tout. Le Stade de France, les terrasses, le Bataclan composent une seule et unique scène de crime, comme si tous les points sur la carte étaient reliés entre eux. Les terroristes qui étaient présents à un endroit sont aussi responsables des faits commis ailleurs. Ce soir-là, Salah Abdeslam a déposé des terroristes au Stade de France. Puis, il est allé dans le 18e arrondissement. Pour l'accusation, plus qu'un complice, il est un co-auteur. Il y a un dernier point important. Au Bataclan, des terroristes ont tiré sur des policiers. Ça s'appelle une tentative d'assassinat sur personne dépositaire de l'autorité publique. Et c'est ça qui fait qu'on passe pour Salah Abdeslam de la réclusion à perpétuité à la perpétuité incompressible. Depuis que la peine de mort a été abolie, c'est la peine la plus lourde prévue par le droit français. On l'applique aux condamnés dont on estime qu'ils représenteront toujours un danger pour la société. Elle n'a été prononcée que 4 fois, notamment à l'encontre du tueur en série Michel Fourniret. Si la cour d'assises suit ces réquisitions, alors ça veut dire que pour Salah Abdeslam, 32 ans, les chances de ressortir un jour de prison sont infimes. C'était dit avec beaucoup de douceur, beaucoup de rondeur, des pauses. C'était vraiment à écouter, c'était agréable. L'ennui, c'est que sur le fond, la violence, moi, m'a terrassée, quoi.
Parce que le fond, c'était de dire à quelqu'un qu'il est irrécupérable, que son cerveau est gangréné, et qu'on demande ce qu'il meurt en prison, parce que c'est ce qu'il mérite, en fait. J'ai une espèce de souffrance physique qui se crée. Ça me dépite. Mais en même temps, d'un côté, ça me dépite. Mais après, alors c'est peut-être aussi, c'est un côté résilient, j'en sais rien, mais après, je me dis, ok, ça me donne de la matière. J'ai des choses à dire. Il est presque 18h quand Olivia Ronen quitte la salle d'audience. Elle a pile 2 semaines pour préparer sa plaidoirie. Préparer une plaidoirie en soi, c'est toujours dur parce que j'ai toujours un mal fou à écrire et c'est toujours au dernier moment. J'attends d'être dans l'urgence absolue avant d'arriver à produire quelque chose. Évidemment que sur les bancs de la défense, on se dit tous, alors toi t'en es où ? Et alors toi t'as commencé à dire et tu as plaidé combien de temps, etc. On se pose tous plein de questions. Et je vois que les gens commencent à écrire, certains ont même terminé. Et moi pas du tout, quoi. Pas du tout. Après ça peut pas être non plus vraiment que de la dernière minute, parce qu'évidemment qu'il y a une somme considérable de choses à dire. Qu'il a fallu aussi s'organiser avec Martin Vett pour ne pas redire les mêmes choses. On avait envie de faire quelque chose qui soit efficace, qui ne soit pas dans la redite. Donc on se divise la tâche. Et évidemment, il est prévu que je termine. Je sais les sujets sur lesquels je vais intervenir. Et ce sont des sujets qui me plaisent particulièrement aussi. Après, c'est tellement important que j'ai beaucoup de mal à figer ma pensée. Parce que tant que c'est pas écrit, c'est pas encore trop définitif et ça laisse un champ des possibles très important. Et à partir du moment où j'écris, j'ai l'impression que ma pensée est enserrée. Voilà. Et il faut que j'ai au moins la satisfaction d'avoir le mot juste. Et alors, trouver le mot juste, c'est compliqué, quoi. Donc j'écris petit peu par petit peu. Je mets 15 ans à me décider sur le fait de savoir si je vais écrire à l'ordinateur ou si j'écris à la main. Après, il y a certains passages qui ont été plus fluides que d'autres et qui ont été, qui sont sortis parfois d'un jet. Et je pense notamment au passage qui est en fait le dernier de ma plaidoirie sur le sens de la peine, sur la peine de mort blanche. Et c'est ce passage-là que j'ai testé. Sur ma mère, comme d'habitude. C'est des bribes, en ligne. C'est pas vraiment rien de construit. Moi, j'étais un peu affolée, je vous avoue, franchement. Un peu inquiète. Parce qu'elle me parle pas d'une plaidoirie bien construite, bien faite, qui arrive et qui est là et qui est... Non. Elle doute de pas être à la hauteur, peut-être. De pas... Est-ce qu'elle va arriver? Elle a quand même... l'avenir de cet homme entre les mains, et je pense que c'est important pour elle. J'ai fait confiance, parce que souvent je l'ai vu écrire ses plaidoiries sur un bout de banc, enfin comme ça, et après c'était bien, et je crois qu'elle a besoin de cette urgence pour arriver à exprimer tout ce qu'elle a en elle, parce que je crois que tout ce qu'elle dit, elle le ressent très fort. Nous sommes le vendredi 24 juin. Tous les avocats de la défense ont plaidé, sauf 2. Martin Vett et Olivia Ronen. Le matin de ma plaidoirie, je me sens pas terrible. Je me sens pas très bien. Déjà parce que j'ai pas beaucoup dormi. J'ai même pas terminé d'écrire d'ailleurs. J'ai écrit jusque très tard. Je reçois beaucoup de messages, ce qui était d'ailleurs très chouette. Je reçois beaucoup de messages d'encouragement, ce qui réconforte et met la pression. Parce qu'on voit que c'est quelque chose d'important. Je reçois aussi toutes les notifications des médias divers et variés qui disent que c'est le jour de la plaidoirie de la défense de Salah Abdeslam. Donc ça aussi, ça met une pression supplémentaire. Le temps file très vite. Donc j'essaie de camoufler mes cernes tant que possible. Et alors aussi, on se pose la question de comment s'habiller pour une plaidoirie comme ça. Et donc, j'ai refait comme d'habitude avec une chemise blanche que j'aime beaucoup et un jean troué. C'est ce qui a pas beaucoup de sens parce que la plaidoirie, la fille qui fait la plaidoirie de sa vie et qui se ramène en jean troué, bon, il était pas très troué, mais un petit peu. Mais je me sentais à l'aise. Et c'était
la tenue dans laquelle j'étais moi, et c'est important que je sois moi pour plaider ce dossier-là. Comme tous les dossiers, mais particulièrement là aussi. On y pense, on se dit c'est une plaidoirie pour l'histoire, on sait que c'est filmé, on sait que c'est un procès historique. Alors filmer c'est drôle, moi ça m'a jamais fait aucun effet, enfin vraiment je me suis jamais préoccupée de trop savoir, peut-être que je m'en préoccuperai plus tard, mais alors à ce moment-là pas du tout. Par contre le côté pour l'histoire, moi ça a pu vraiment me crisper à un moment donné. Parce que je me disais, voilà, faut que je fasse vraiment quelque chose de formidable, de très réfléchi, faut qu'il y ait de la philosophie, un regard très éclairé sur tel et tel point. Donc, quelques jours avant, je m'étais mis une pression en disant, waouh, faut vraiment que ce soit un truc, mais magnifique, à en faire pâlir Robert Badinter, vous voyez. Mais on revient sur Terre et on se dit, bah non, il faut faire comme d'habitude. Et mettre de côté ce truc historique là, parce qu'en fait ça paralyse et ça n'a pas beaucoup de sens. Parce qu'une plaidoirie elle est historique éventuellement après, si elle est bonne, et si ça vaut le coup, et si, enfin voilà, il y a plein de paramètres qu'on ne décide pas. On ne décide pas de faire une plaidoirie historique, elle est ou elle est pas. Donc on fait une plaidoirie et on espère juste qu'elle soit bonne. Vous venez d'écouter Le Terroriste, un podcast Europe 1 produit par Europe 1 Studio. Réalisation, Christophe Davio avec Clément Ibrahim. Production, Fanny Rascle avec Camille Bichler. Diffusion et rédaction, Lisa Soster. Musique originale, Sandy Lavalard, The Supervision. Je vous donne rendez-vous très vite pour l'épisode 8, le dernier de la série. Un goût très amer. Monsieur le Président, Mesdames et Monsieur de la Cour, entendons-nous bien. Je ne vous demande pas du courage, non. Je vous demande d'appliquer le droit, avec toute la rigueur que cela implique, avec toute l'honnêteté que votre conscience exige. Si vous avez aimé Le Terroriste, n'hésitez pas à en parler autour de vous. C'est la meilleure façon de soutenir ce podcast. Je vous dis à bientôt.